Bienvenue, je m'appelle Sylvia Micone et vous écoutez Impact Positif. Dans ce podcast, je discute avec des gens ordinaires qui font des choses extraordinaires. Simples citoyens, entrepreneurs, étudiants, artistes, penseurs, scientifiques, ils ont un impact positif sur la société, l'environnement, ils inspirent, ils font tout simplement. Face à l'urgence climatique, la crise démocratique, face à une société aux inégalités croissantes, 1 million de révolutions ont surgi et des dynamiques se sont mises en place. Bienvenue dans ce monde en transition où chacun, à son échelle, peut trouver sa place et faire bouger les lignes. Ces femmes, ces hommes, je les rencontre depuis des années. Je veux savoir qui ils sont, pourquoi ont-ils lancé leur projet, comment ont-ils eu l'idée, quelles sont les solutions qu'ils proposent et pour quels impacts. Je pense qu'on pourrait déterminer maintenant qu'il n'y a plus aucune politique publique qui ne commence pas par une incubation citoyenne. Il y a plein de manières de faire une incubation citoyenne. Il ne s'agit pas de faire voter les gens sur les lois au fil de l'eau. Il s'agit de ne pas commencer à réfléchir sans avoir pris le pouls, avoir mesuré la part d'estomac, avoir mesuré un petit peu où est la population. Peut-être pour prendre des positions qui ne sont pas exactement ce que pensent les gens et d'expliquer pourquoi. Mais on ne peut plus penser comme si un mandat suffisait pour faire ce qu'on voulait pendant 5 ans. Pour ce 11e épisode d'Impact Positif, en plein mouvement des Gilets jaunes, j'ai décidé d'inviter 2 acteurs de la Civic Tech, cette technologie qui ambitionne de redynamiser la démocratie. L'une s'appelle Julie de Pimodan. Elle a créé FluidCity en 2015, une application qui aide à retisser les liens entre les citoyens et leurs élus. J'ai demandé également à Axel Daucher de venir. Lui, c'est le petit nouveau. Voilà seulement 3 ans qu'il est entré dans l'univers des Civic Tech en créant Make.org. Après une carrière riche en tant que patron de Deezer et Publicis France notamment, la question du sens le taraude et l'évolution de la démocratie de nos sociétés l'inquiète. C'est décidé, il deviendra un innovateur démocratique. Aujourd'hui, alors qu'une concertation nationale s'amorce pour essayer de répondre aux questions cruciales posées par le mouvement des Gilets jaunes, la Civic Tech a des solutions à proposer. Des outils puissants et inédits qui peuvent permettre aux citoyens de se réapproprier la chose publique. C'est ce que Julie et Axel nous expliquent dans ce podcast. Pour me soutenir et continuer à découvrir ces personnalités qui nous montrent un chemin, n'hésitez pas à vous abonner sur iTunes ou sur votre plateforme de podcast préférée. Vous pouvez le commenter, ça m'aide, ça m'encourage, et le noter 5 étoiles s'il vous a plu. Impact Positif, épisode 11, andiamo. Julie de Pimodan, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes la fondatrice de l'application FluidCity. Nous sommes également avec Axel Daucher, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur et le président de Make.org, plateforme citoyenne qui organise des consultations massives. On va la décrire dans un instant. On va parler dans ce podcast de Civic Tech, cette partie de la technologie qui veut réveiller la démocratie, la réinventer, la booster grâce justement à la puissance des moyens qui sont à notre disposition aujourd'hui. Et on a eu envie de faire ce podcast alors que le pays est bousculé par le mouvement des Gilets jaunes, un mouvement citoyen qui s'est construit en dehors de tout parti politique et syndicat, qui n'est pas organisé. C'est vraiment l'occasion de reparler de tous les espoirs qu'a fait naître cette Civic Tech il y a maintenant quelques années. Où en est-on? Que peut-on faire? Et surtout, la Civic Tech est-elle une des solutions à la crise des Gilets jaunes? Répond-elle à quelques-unes des revendications de ces citoyens mobilisés, c'est-à-dire l'expression de la parole citoyenne, prendre part activement à la vie de la cité et contribuer à élaborer son quotidien. Julie, vous avez donc créé FluidCity il y a quelques années. Vous êtes en quelque sorte une start-up pionnière des Civic Tech. Vous avez d'ailleurs plusieurs fois été primée. FluidCity, c'est une application qui permet de réinventer le dialogue entre élus, citoyens, de participer au projet de sa ville. Et vous êtes présent dans une dizaine de communes en France. Vous allez nous dire si c'est toujours le cas. Vous êtes aussi en Belgique et vous avez touché plusieurs dizaines de milliers de citoyens. C'est bien cela ? C'est bien cela. Alors, heureusement, depuis la dernière fois qu'on s'était vu il y a 3 ans, au moment de la création de l'entreprise, aujourd'hui, on s'est développé dans plus de 40 villes. Et c'est pas seulement dans les villes qu'on est développé, on peut se développer au niveau de région. On a ouvert un espace de concertation autour de l'Europe. On a aujourd'hui des espaces totalement transverses, comme celui des Gilets jaunes, ou sur l'opération Mairie ouverte qui a été lancée récemment par l'Association des maires ruraux de France. Et du coup, oui, on a complètement évolué d'une plateforme qui ne faisait que répondre à un enjeu hyper local à aujourd'hui vraiment une plateforme qui essaye d'impliquer les citoyens sur toute une série de thématiques liées à l'évolution de la citoyenneté en France, en Belgique et en Europe. Mais l'ancrage local, c'est quand même votre ADN. C'est l'ancrage par là que local, vous avez commencé. Voilà, reste notre ADN. On est persuadé que finalement, pour engager davantage les citoyens, il faut les engager sur des sujets très très concrets de la vie de tous les jours. C'est vraiment là qu'ils vont être le plus légitimes pour apporter des solutions.
Il faut également, pour pouvoir ne pas créer de faux espoirs, leur répondre assez rapidement. Et c'est pour ça que le maire a autant d'importance pour nous. Le maire est le premier à pouvoir répondre aux attentes et aux besoins des habitants au niveau local, et du coup à pouvoir être à l'écoute et éventuellement rapporter les messages importants auprès du gouvernement. Donc vraiment, ce rôle du maire est au cœur de notre application, et c'est comme ça qu'on a construit le réseau. Alors quels sont les retours des villes qui ont utilisé votre application, des citoyens aussi ? Alors, on peut vous donner plusieurs exemples. Typiquement, ce qui marche assez bien pour nous, c'est des villes moyennes qui sont trop grandes pour pouvoir juste serrer, pour des maires d'aller juste serrer la pince le dimanche au marché et trouver qu'en fait, ils connaissent bien les attentes et les besoins des habitants. Et en même temps, ils ont une taille critique qui font qu'ils sont ravis de pouvoir utiliser un outil qui est clé en main et qui permet une certaine transparence, une certaine ouverture du dialogue grâce au numérique. Des villes moyennes comme ça, entre... de réaliser certaines des idées qui ont été exprimées par les citoyens. Oui, alors nous l'idée, c'est très rapidement d'aller toucher un échantillon représentatif de la population. Donc il y a des villes dans lesquelles on a jusqu'à 15% de la population qui est présente sur la plateforme. Elle est accessible sur le web comme sur le mobile. Et donc on a tous les jours des centaines de propositions citoyennes qui cherchent à avoir un impact. Alors qu'est-ce que c'est avoir un impact sur la plateforme ? Ça peut être à la fois recevoir des soutiens d'autres citoyens. Donc moi, disons citoyenne, je propose une idée pour l'amélioration de la propreté dans ma rue. Premier niveau d'impact, j'ai une quinzaine de personnes qui vont voter pour moi dans la journée, donc je suis assez contente, je sens que j'ai un sentiment d'utilité. Deuxième niveau d'impact, je vois que ça a été validé par ma mairie, donc je me dis c'est en cours, ils sont en train d'étudier la demande. Troisième niveau d'impact, je reçois une réponse, on me dit tiens, ça va être possible, ça va pas être fait tout de suite, mais dans 2 semaines, vous allez avoir une concrétisation. Et enfin, il y a une concrétisation qui peut arriver. Et chaque fois, il y a des statuts qui changent sur la plateforme, je reçois une notification et je sens que je peux avoir un impact dans ma ville. Et du coup, on a jusqu'à 40% des propositions citoyennes qui vont être concrétisées dans les villes dans lesquelles on est déployé. Donc alors 40%, c'est un chiffre important quand même. C'est un chiffre assez important. Et c'est vrai que ça demande une vraie organisation de la part de la mairie, de se dire mais comment je me réorganise pour avoir une approche beaucoup plus collaborative de la politique. Donc c'est vraiment un changement profond en fait des modes opératoires des collectivités avec lesquelles on travaille. Alors quand on entend ça, on se dit Axel par exemple, c'est génial. Pourquoi toutes les villes n'utilisent pas Flucity ? En plus, moi, je pourrais rajouter sur le travail fabuleux que fait Julie, il y a un point important dans les villes, c'est que c'est là où la démocratie marche encore assez bien. Donc là où on va pouvoir inventer une démocratie vraiment augmentée, c'est autour de ces pôles démocratiques qui fonctionnent bien. Autour de ce maire dans lequel on a encore confiance, hein, si on en croit les Français. C'est ça, 52% des Français ont encore confiance en leur maire. C'est la seule personnalité politique dans lesquelles les Français ont encore confiance. Et dans les mairies rurales, et je sais qu'on en parlera tout à l'heure, les citoyens ont encore confiance en leur maire à 67%. Donc plus la ville est petite, plus elle est éloignée dans les campagnes, plus les citoyens sont proches de leur maire. Et donc c'est très très important de pouvoir maintenir ce vivier démocratique. Alors Axel, vous êtes rentré dans la Civic Tech il y a quelques années. Vous avez une longue expérience d'entrepreneur derrière vous, chez Deezer, chez Publicis France. Il y a quelques années, vous créez Make.org. Votre idée, grâce à un outil technologique innovant, inédit même, organiser des consultations massives qui doivent contribuer au débat public. Alors vous avez lancé ces derniers mois plusieurs consultations, notamment une concernant les violences faites aux femmes. Et vous continuez avec d'autres débats en ligne. Alors chacun peut proposer son idée et surtout voter pour toutes celles qui sont émises. Quelle est votre différence dans cet univers des Civic Tech ? Alors en fait, notre positionnement, ce qu'on essaye d'accomplir, c'est d'engager massivement la société civile, pas seulement dans le débat, mais dans l'action directe, dans le fait de transformer positivement la société. Et là où Julie a une approche qui est très centrée sur une affinité régionale, géographique, nous, notre entrée, elle est thématique. C'est-à-dire qu'on pense que c'est dans des grands combats de société que les gens sont prêts à s'engager massivement. Donc c'est comme ça qu'on a lancé un certain nombre de grandes causes qui commencent par une consultation massive, qui nous permettent un petit peu de nourrir l'implication des citoyens, puisqu'à chaque fois on part sur 500 000 personnes, donc on parle sur des nombres absolument gigantesques, mais qu'on fait collaborer avec une cinquantaine d'associations dans la construction d'actions massives de transformation du pays qu'on met en œuvre. Oui. Alors les grandes causes, c'est quoi ? Par exemple, cette année, on a lancé 5 grandes causes qui sont 5 programmes de 3 ans
pour transformer le pays. La lutte contre les violences faites aux femmes, reconstruire du lien social, donner une chance à chaque jeune, rendre la culture accessible à tous. Et puis très récemment, on a lancé au mois d'octobre comment mieux prendre soin de nos aînés. Et l'année prochaine, on fera l'alimentation, le handicap et l'environnement. Et sur un thème comme ça, donc très problématisé, on est capable de construire une collaboration entre énormément de citoyens, des associations, des acteurs de terrain et des entreprises qui ont un impact sur le pays beaucoup plus important que les pouvoirs publics. Et c'est ça notre credo. C'est qu'on est à un moment donné où la puissance publique s'est extrêmement érodée et que par rapport aux grands défis auxquels on est confronté, finalement, la coalition de la société civile, c'est ce qui est beaucoup plus efficace. Mais l'idée, quand même, c'est de transcrire ces propositions en action, en décision publique. Par exemple, si on prend les violences contre les femmes, donc une de vos campagnes récentes, 420 000 contributeurs, donc c'est effectivement un chiffre important, 1 250 000 votes sur la plateforme. Vous avez touché 8 millions de Français avec votre opération totale sur les réseaux sociaux, etc. 51 actions ont été identifiées et 8 actions ont été retenues. Qu'est-ce qu'elles vont devenir, ces actions ? Alors, en fait, je précise, notre but n'est pas d'agir sur les pouvoirs publics. Le point de départ de Make Work, c'est de dire que dans la plupart des cas, les pouvoirs publics sont impuissants à régler les problèmes de la société. Notre but, c'est de mener les actions directement. Dans le cas précis, sur les 8 actions qui ont été retenues, on parle d'actions directes de la société civile. D'accord, donc sur les associations qui s'en emparent et qui directement sur le terrain... En l'occurrence, par exemple, on a réuni le groupe Expedia avec des grands groupes hôteliers et avec toutes les associations pour mettre à disposition des femmes qui ont besoin d'être exfiltrées de chez elles en cas de violence grave, les chambres d'hôtel invendues au dernier moment. Ce deal-là, seul, de la société civile pure, multiplié par 3 l'hébergement d'urgence en France. Par exemple, on est en train de rapprocher les associations de la DRH de la police nationale de façon à former l'année prochaine 50 000 fonctionnaires de police à l'accueil des femmes victimes. Aujourd'hui, l'État en forme 1000 par an. Donc, on change de braquet, on est à la hauteur du sujet. Le problème des violences faites aux femmes, c'est un sujet qui est dans chaque foyer, dans chaque village, qui est comportemental, c'est dans les mentalités. C'est pas à l'échelle de l'État, c'est à l'échelle de la société civile. Et c'est pour ça qu'on essaye de concentrer cette énergie et d'agir directement parce qu'il n'y a plus le choix. Mais vous, Axel, vous prenez souvent quand même votre bâton de pèlerin pour aller à la rencontre des députés, pour aller à la rencontre aussi, vous invitez souvent aussi des ministres à venir écouter ce que vous faites. L'idée, c'est quand même aussi de les embarquer avec vous ? Non, en fait, le principe de base, c'est de dire on n'a pas besoin de vous. Et ensuite de se coordonner de façon à ce que l'action publique et l'action civile puissent être les deux jambes de la transformation positive du pays. Donc, par exemple, sur les violences faites aux femmes, il y a un plan d'action des pouvoirs publics, il y a un plan d'action de la société civile, et c'est comme ça qu'il faut penser. Il faut penser notre pays, notre évolution, notre futur, comme étant fonctionnant sur deux jambes et nourri par infusé d'opinions citoyennes au départ. Julie, vous êtes d'accord avec ça ? Oui, je pense que c'est intéressant d'essayer de faire sans les pouvoirs publics parce qu'on ne peut pas compter sur les pouvoirs publics pour régler l'ensemble des problèmes. Je pense que la société française, et on le voit souvent sur nos contributions citoyennes, ils ont tendance à dire « il faut, il y a qu'à », etc. Et donc, nous, partie de notre travail, ça va être également de transformer un espèce de râleur, un revendicateur, en co-propriétaire, en co-créateur du territoire. Et donc, c'est très important dans les plateformes Civic Tech d'avoir des moyens pour les citoyens ou de sentir qu'ils ont les moyens d'agir soit entre eux, soit en relation avec les associations, soit avec des entreprises directement, et peut-être en dernier recours avec l'élu, mais d'arriver à faire la différence de ce qu'ils peuvent porter par eux-mêmes versus ce qui est de la responsabilité des collectivités. Et ça, c'est aussi un problème de mentalité presque aussi, parce que finalement, les citoyens, ils n'ont pas tous la sensation qu'eux-mêmes ont un pouvoir d'action entre les mains. Alors, je pense que c'est ça, mais en revanche, il y a des vases communicants absolument sidérants entre le désengagement politique et la volonté des gens de s'engager dans des actions civiles. Aujourd'hui, ce chiffre-là, les gens qui sont prêts à s'engager des actions d'intérêt général, a augmenté de 50% en 2 ans. Et il est proportionnel finalement à tous les gens qui perdent confiance dans le processus politique. Et donc notre métier, c'est de donner un sens à ces gens-là et puis de le faire en complémentarité et non pas en opposition avec le système politique, qui est un système qui est démocratique et qui nous protège. À titre d'exemple, sur la grande cause pour mieux prendre soin de nos aînés, on l'a construit comme nos grandes causes, et le ministère des Santé et de la Solidarité est venu nous voir pour nous proposer de partager la passe de consultation. Et là, en fait, on vient de révéler les résultats la semaine dernière, mais il y a eu 415 000
contributeurs, donc c'est absolument gigantesque. Les résultats de cette consultation vont servir d'une part à construire notre plan d'action de la société civile, mais aussi à nourrir le projet de loi autonomie et grand âge du gouvernement de l'année prochaine. Et c'est exactement le sens de tout, c'est-à-dire qu'il faut trouver toutes les solutions urgemment pour que les gens soient impliqués dans leurs institutions et dans l'intérêt général au-delà des élections. Mais vous avez la sensation que le gouvernement il a pris la mesure, effectivement, toutes les possibilités du numérique en termes justement de consultation citoyenne? Alors on a été reçus, Axel et moi, et d'ailleurs d'autres entrepreneurs ainsi que pas mal de ministres le 12 novembre dernier dans le cadre d'un événement assez extraordinaire qui a lieu à Paris, donc qui s'appelait le GovTech Summit. Enfin, il y avait aussi le Forum de la Paix, mais il y avait ce GovTech Summit qui était un événement qui avait pour vocation de réunir toutes des entreprises, des startups, donc privées, et qui travaillent avec les gouvernements d'une manière ou d'une autre. Et donc, c'était un événement qui était organisé par l'Élysée, par l'Union européenne et par Public.io, qui est un fonds d'investissement qui ne se spécialise que sur cette verticale-là. Et donc, Emmanuel Macron a organisé un déjeuner à l'Élysée en recevant un certain nombre d'entrepreneurs pour discuter de tout ça. Donc, il est quand même très, très au courant de ce que c'est que la Civic Tech, la GovTech, comment est-ce qu'on travaille, comment est-ce qu'on opère. Son ministre Mounir Majoubi était également très, très au courant et ont plutôt tendance à collaborer, à nous inviter, à nous faire signe, etc. Maintenant, de ce qui va être pris en compte... Et vous laissez un peu plus quand même, c'est qu'ils travaillent avec vous. Je pense qu'il pourrait aller un peu plus loin. Je pense qu'il y a une forme de timidité parce que finalement, il y a quand même pas mal d'acteurs Civic Tech qui évoluent sur le marché et qui ont du mal à se dire « Ok, pourquoi est-ce qu'on en choisirait un ?» plutôt qu'un autre. Finalement, on a une DSI à l'État, donc pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas tout nous-mêmes, comme on a l'habitude de faire? Et du coup, cette idée selon laquelle, en fait, il faut partir du bas pour vraiment réveiller les consciences citoyennes, vraiment réveiller la participation, et du coup avoir des participations qui sont beaucoup plus intéressantes, enrichies et du coup plus exploitables. Ça, c'est quelque chose qui est peut-être un petit peu trop novateur pour eux à ce stade. Je pense que sur le long terme, on pourra les éduquer à évoluer. Donc il y a encore pas mal de travail. Vous avez signé une charte, vous, avec pas mal d'autres Civic Tech avec Julie. Associations, avec Julie, forcément. En fait, cette charte, elle est incroyable parce que c'était avant les Gilets jaunes et en fait, c'est tout ce qu'on est en train de réaliser. Cette charte, elle dit aujourd'hui signée par les États, par les villes et par les Civic Tech, mais elle dit basiquement, en gros, un mandat électif n'est plus suffisant pour gouverner. Exactement ce qu'on est en train de voir. Avant, un mandat électif, il était associé à un pouvoir public, il était associé à une légitimité, il était associé à des corps intermédiaires qui lui permettaient d'orchestrer sa gouvernance. Aujourd'hui, ça ne marche plus parce que les trois composantes ont disparu. Et aujourd'hui, quand on est dans cet état-là, la participation citoyenne, les consultations ne sont pas un plus dans le fait que les ministres ou les gouvernements ou les villes sont modernes, mais devient une nécessité absolue pour ménager la cohésion nationale entre des phases électorales qui doivent être là, parce qu'on est dans une démocratie représentative et qu'on ne va pas changer du jour au lendemain et qu'il n'y a pour le moment pas de solution alternative radicale. Mais en revanche, ce que dit cette charte et ce que les États et les villes disent, c'est oui, nous devons absolument impliquer les citoyens dans le fonctionnement de nos institutions, de façon à ce que les institutions leur appartiennent, de façon à ce qu'on construise un processus de gouvernance commune et qu'on réactive la démocratie qui, sinon, est en très grand danger. Alors justement, les Gilets jaunes, on y vient. On le voit dans cette crise, c'est un manque de confiance générale des citoyens envers les autorités politiques. Ils ne les croient tout simplement plus. Il y a aussi d'autres mots, l'exclusion de certains territoires ruraux, l'inégalité dont sont victimes leurs habitants. Est-ce que la Civic Tech, elle a donc des réponses à apporter à toutes ces crises? C'est un peu ce que vous nous dites. Oui, mais concrètement, comment ça peut se passer? Alors moi, je peux parler d'un partenariat assez concret qu'on vient de mettre en place avec l'Association des maires ruraux de France, qui a lancé un appel il y a quelques semaines en disant à l'ensemble des communes, donc ça représente quand même 11 000 communes en France, qui sont plutôt des communes donc rurales de moins de 4 000 habitants. C'est typiquement les communes qui se sentent délaissées par le gouvernement, humiliées par le peu de moyens qu'ils ont reçus depuis plusieurs dizaines d'années, voilà, donc, qui sont vraiment dans cet état de colère et qui représentent d'une manière ou d'une autre le mouvement des Gilets jaunes. Et donc, cette association des maires ruraux de France a fait un appel à toutes les mairies de ce réseau en disant « Ouvrez vos mairies, recueillez les doléances de vos citoyens au travers de questionnaires papier qu'on dépouillera ensuite et qu'on essaiera d'en faire une grande synthèse. » Donc, quand j'ai appris ça dans la presse, je me suis dit, au fond, il faudrait peut-être aller le voir, le monsieur, en lui disant
qu'il existe aujourd'hui des outils capables de faire ça, et au lieu d'aller faire des grands dépouillements qui vont mettre 8 semaines, de pouvoir le faire de manière quasi automatique avec de l'analyse sémantique. Donc lui, évidemment, ravi de se dire on va faire une opération gratuite dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes. Donc on a mis l'espace à disposition et on n'a jamais eu autant de traction, c'est-à-dire que chaque minute, on a des nouvelles contributions citoyennes qui arrivent sur l'espace avec énormément de thématiques qui sont couvertes, beaucoup de femmes. Parce que finalement, c'est elles qui n'ont pas forcément le temps de venir en mairie les week-ends alors qu'elles ont les enfants sur le dos. On voit beaucoup de femmes aussi sur les ronds-points, elles sont très mobilisées. Elles sont aussi sur le rond-point, c'est vrai. Mais donc, ça permet un petit peu de compenser des gens qui n'ont pas le temps de se déplacer ou qui n'ont juste pas envie d'aller manifester et de leur permettre quand même d'avoir leur voix au chapitre et d'essayer d'organiser des synthèses et des analyses le plus rapidement possible pour pouvoir valoriser cette parole du citoyen donc ça, auprès des institutions. Finalement, en parallèle avec la concertation nationale qui va démarrer. C'est en amont de la concertation nationale. Et en effet, ça va être en parallèle parce que je pense que cette concertation nationale, elle va être intéressante pour gérer la crise sur le court terme. Mais ensuite, qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire que... justement, il y a peut-être des propositions qui vont émerger et des choses qui vont se mettre en place après cette concertation. Il peut y avoir effectivement des choses qui se mettent en place. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est d'avoir une logique beaucoup plus anticipatoire et beaucoup plus prédictive de la politique. Enfin, je vous donne un exemple. Je pense que si on avait pu avoir des civic tech qui étaient massivement utilisés en Europe avant le Brexit, par exemple, on aurait peut-être pu identifier un peu avant que ça arrive que finalement les thématiques de l'immigration ou autres étaient au cœur des préoccupations des citoyens à l'époque et qu'il aurait peut-être fallu réagir un petit peu plus tôt sur ces thématiques, en tout cas en termes de communication, si ce n'est en termes d'action, pour prévenir ce genre de problèmes et de crises, en fait. Et je pense qu'en Europe, et c'est le cas partout, on a des populismes, on a des mouvements citoyens qui émergent un petit peu partout. Ce qui est important aujourd'hui, c'est d'être à l'écoute, mais pas être à l'écoute au moment de la crise, être à l'écoute en continu. Et c'est pour ça que l'échelle locale est aussi intéressante, parce qu'elle permet cette écoute proche des citoyens. Axel ? Alors moi, sur les Gilets jaunes, je pense qu'il y a 3 temporalités. Il y a l'urgence du moment qui est de, effectivement, donner un corps à ces revendications et donner un corps cohérent à ces revendications. Et là-dessus, moi, je suis très inquiet de la grande concertation parce que ça va être effectivement extrêmement nourri. Il va y avoir plein de gens. Mais si on n'utilise pas des solutions comme celle de Julie ou d'autres solutions civic tech, il ne faut pas se leurrer. Le débat va être, mais comment est-ce qu'on fait le tri de tout ça ? Et on va arriver, en fin de compte, à un système qui va créer beaucoup plus d'insatisfaction, c'est-à-dire et de frustration, frustration que si on ne l'avait pas fait. Donc là, on ne vous a pas consulté aujourd'hui pour peut-être participer à cette concertation On a des discussions assez régulières avec le gouvernement, avec les Gilets jaunes parallèlement, avec les collectivités locales, etc. Mais le cadre de cette grande consultation publique, elle est en train de se définir. Mais sincèrement, s'il n'y a pas un système qui permet de rationaliser l'émergence, c'est une bombe atomique. La deuxième temporalité, c'est la temporalité d'une discussion dans la durée, parce que c'est bien de régler le problème, mais les Gilets jaunes, ils ne vont pas disparaître demain matin. On est dans un mouvement beaucoup plus profond. Et là, nous, ce qu'on recommande, c'est des sujets d'interaction. Je vais donner un exemple, parce que c'est un projet sur lequel qu'on a ressorti, on avait travaillé avec le Parlement, c'est que le mercredi après-midi à l'Assemblée nationale, aux questions au gouvernement, il y a tout le gouvernement, et il y a 2 questions jaunes. Il y a 2 questions toutes les semaines qui sont des questions des citoyens avec la totalité du gouvernement pour leur répondre. Créer un dialogue qui ne soit pas simplement une gestion de crise, mais un dialogue quotidien. Et puis il y a une 3e temporalité, c'est la manière dont on pense la politique publique. Je pense qu'on pourrait déterminer maintenant qu'il n'y a plus aucune politique publique qui ne commence pas par une incubation citoyenne. Il y a plein de manières de faire une incubation citoyenne. Il ne s'agit pas de faire voter les gens sur les lois au fil de l'eau. Il s'agit de ne pas commencer à réfléchir sans avoir pris le pouls, avoir mesuré la part d'estomac, avoir mesuré un petit peu où est la population. Peut-être pour prendre des positions qui ne sont pas exactement ce que pensent les gens et d'expliquer pourquoi. Mais on ne peut plus penser comme si un mandat suffisait pour faire ce qu'on voulait pendant 5 ans. Pourtant, on avait l'impression que, effectivement, la campagne d'Emmanuel Macron avait montré ça, en quelque sorte. Et d'ailleurs, il y a quelques semaines, Muriel Pénicaud disait dans la campagne présidentielle, on est parti des idées des gens et cela a fait un programme. On a été obnubilés pour faire pour nos citoyens, mais pas assez avec. Pourquoi finalement il n'y a pas eu ce déblocage? Pourquoi il n'y a pas eu cette participation citoyenne qu'on attendait tous finalement après cette élection? Alors en fait, la campagne, le succès d'Emmanuel Macron dans sa phase de campagne, c'est le reflet de tout ce qu'on vient de dire. C'est que dès qu'on commence à dire aux gens, on a besoin de vous pour faire, il y a un élan absolument gigantesque et c'est là-dessus que la campagne d'Emmanuel Macron s'est passée.
pendant cette phase-là, la phase d'arbitrage de toutes ces solutions pour faire un programme dans un cadre d'une élection, c'est simple, c'est le candidat qui à un moment dit j'écoute et je décide. Et c'est ça qui va être dangereux dans la concertation. Des milliers de propositions, mais qui trie ? Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin de solutions nouvelles pour pouvoir le faire. Maintenant, pourquoi est-ce que cet élan initial, il s'est retrouvé derrière, pas dans les faits ? C'est parce que, il y a des sujets qui s'y portent moins et le gouvernement s'est mis dans un fonctionnement traditionnel de gouvernement. Mais je pense qu'il y a un avant et après Gilets jaunes et qu'aujourd'hui, tout le monde a compris, du plus haut niveau au plus bas niveau, que construire, gouverner, voulait dire se faire élire et travailler dans toute la durée de son mandat avec les corps intermédiaires et avec les citoyens. Donc si vous devriez vous nous dire quelles sont les conditions nécessaires à la réussite de cette concertation nationale, ce serait quoi ? Alors pour ma part, ce serait avoir une objectivation de ce qui émerge, de façon à ce qu'on puisse vraiment avoir un débat ensuite entre, pas seulement les pouvoirs publics, entre les collectivités locales, entre le gouvernement, entre les autres acteurs de la société civile, entre les différentes parties des Gilets jaunes eux-mêmes, entre les Gilets jaunes et les partis politiques, mais sur un corpus de base qui est trié, où on sait ce qui a émergé. Et pas simplement une liste de 50 000 propositions, ou si on en prend une, il y en a 49 999 qui disent « mais c'est n'importe quoi cette affaire ». Julie ? Moi, je pense que c'est très intéressant justement de regarder le contraste qu'il y a eu entre la campagne et la manière de gouverner une fois que le président a été élu, avec cette campagne ultra participative et puis cette gouvernance un petit peu à l'ancienne. Je pense que les Gilets jaunes doivent permettre au gouvernement de comprendre qu'il faut faire confiance aux corps intermédiaires. Donc, il y a des collectivités territoriales dans lesquelles il faut redonner du pouvoir, redonner les moyens en fait, d'être à l'écoute et de s'emparer d'outils comme des outils civic tech de concertation ou autres. Et donc, je pense que c'est vraiment un changement de mentalité, en fait. Refaire confiance aux corps intermédiaires pour s'occuper de ces concertations citoyennes en continu. Ça, je pense que le message, normalement, a dû passer. Axel, juste, il y a quelques années, on reprochait un peu à la Civic Tech finalement de ne pas donner toutes les promesses qui étaient en son sein, notamment de ne pas pouvoir rassembler tout le monde, d'être dans un entre-soi finalement. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ? Alors, je ne sais pas si les Civic Tech avaient une promesse, ils avaient un élan. Avec un certain nombre de pionniers qui, à un moment donné, ont estimé que le sujet le plus important des années à venir, c'est être la gouvernance des sociétés, comment faire que les sociétés n'explosent pas avec la baisse de la démocratie. Donc la promesse, c'était une promesse de moyens, c'était d'y aller. Mais effectivement, pendant très longtemps, l'impact, je veux dire, le nombre de personnes touchées, le nombre de personnes impliquées en faisait quelque chose de très expérimental, mais pas vraiment de nécessaire et d'efficace dans le système. Ce monde-là est révolu. Aujourd'hui, quand on voit les chiffres de Julie, quand on voit nos grandes causes, quand on voit ce qu'on va faire pour l'Europe demain, on parle de millions, de dizaines de millions, de centaines de millions de personnes. On parle d'un élément qui est constitutif du corps social. C'est juste une manière de le faire vivre qui permet la cohésion nationale plutôt que de le faire éclater. Donc aujourd'hui, les Civic Tech, que ce mot soit le bon ou pas, par ailleurs, les innovateurs démocratiques, toutes ces nouvelles solutions sont absolument nécessaires. Et puis, j'aurais rajouté un autre élément. Dans nos projets respectifs, on n'a pas seulement le projet de mobiliser les gens au service de l'intérêt général. On a le projet de le faire comme un supplément démocratique. Si nous n'existons pas, où vont s'exprimer ces mouvements ? Ils vont s'exprimer dans des réseaux sociaux qui Alors c'est le cas aujourd'hui justement pour les Gilets jaunes. Est-ce que vous n'avez pas eu l'impression finalement d'avoir raté un truc ? Parce que tout se passe effectivement sur les réseaux sociaux avec tous les défauts qu'on connaît, les tensions, les thèses complotistes. En fait, dans la charte dont on a parlé tout à l'heure, qui a été signée à l'Élysée avec plusieurs pays et plusieurs villes et Civic Tech, les pays et les villes s'engagent à changer leur participation vis-à-vis des citoyens, mais les Civic Tech s'engagent également.
Elle s'engage à respecter des critères qui les rendent éligibles pour ce rôle de paradémocratie, éligibles pour ce rôle de nécessité structurelle. Et dans ces engagements, il y a la transparence. Dans ces engagements, il y a l'indépendance. Dans ces engagements, il y a le fait de ne pas être manipulable. Oui. C'est-à-dire tout un corpus de choses qui font que ces mouvements-là, dans leur organisation, vont pas être simplement des pantins manipulés par d'autres, ou alors sur des réseaux où le moteur principal, c'est de hurler, mais vont construire quelque chose de durable au service de l'intérêt général. Donc le rôle des civic tech, c'est aussi de créer cet espace-là. Il n'y a aucun doute que la puissance populaire va devenir de plus en plus directe et de plus en plus importante. Il n'y a aucun doute là-dessus. On vit les éléments les uns après les autres. En revanche, il y a un énorme doute sur le fait que ça soit un bénéfice démocratique. Et notre métier, c'est de transformer cet élan en un bénéfice de souveraineté démocratique durable. Et aujourd'hui, Julie, on le voit, c'est une urgence. C'est sûr que c'est une urgence, et je pense que c'est une urgence de proposer une alternative aux réseaux sociaux. Que ce soit les bulles d'écho dans lesquelles on se retrouve sur des pages avec les gilets jaunes en colère, où plus il y a des images violentes, plus les vidéos sont violentes, plus les appels à la colère sont violentes, et plus il y a de likes. On se dit qu'il y a clairement un problème et que dans ces groupes, on a du mal à se confronter à des opinions qui ne sont pas les mêmes que la nôtre. Et donc, je pense qu'effectivement, l'urgence, elle est pas seulement dans le fait de proposer des outils, mais elle est dans le fait de proposer des outils qui soient responsables, transparents, tiers de confiance et capables justement de porter cette voie démocratique avec structure et organisation. Alors, prochaine étape pour vous deux, il y a effectivement cette concertation nationale. On ne sait pas encore très bien ce qui va s'y passer, mais il y a aussi les élections européennes. Julie, vous êtes mobilisée, on peut aller sur le Fucity, on peut s'emparer de plusieurs thématiques et donner ses idées, c'est bien cela ? Exactement, donc en fait on travaille avec la Commission européenne depuis le mois de septembre et on a lancé une grande consultation sur les 5 grandes thématiques de l'Europe et sur lesquelles les citoyens peuvent aller pour effectivement donner leur avis, proposer des idées, voter pour celles des autres, répondre à des enquêtes et à des sondages qui vont permettre à la Commission européenne d'impliquer la parole citoyenne dans les différents programmes de l'Union. Donc ça, c'est une initiative qui va durer 6 mois et qui, on l'espère, va pouvoir se reproduire après les élections. Axel ? Moi, je suis catastrophé des élections européennes. Je suis catastrophé, en fait, pas parce que plus d'Europe, moins d'Europe. Je suis catastrophé parce que tout prédit des élections qui mènent à un Parlement très clivé, très radicalisé, dans tous les sens du terme, à des commissaires nommés également très clivés, très radicalisés, et que l'ensemble de ce processus ne sera pas un processus réellement démocratique parce que le taux de participation sera trop faible. Donc je suis extrêmement inquiet de l'avenir des années suivantes par rapport à ça. On a lancé aujourd'hui une initiative à l'échelle de cet enjeu qui a commencé par un appel de à peu près 200 personnalités européennes de tout type, de tout parti, de tout bord, qui a pour but de redonner l'Europe aux mains de la société et non pas simplement de quelques-uns. Et cette initiative va prendre son essor à partir du 1er février, où là, on va consulter plusieurs centaines de millions d'Européens dans 27 langues, dans 27 pays, à qui on va poser le même jour la même question. C'est jamais arrivé, dans le monde entier, c'est jamais arrivé. On va poser la même question, comment réinventer l'Europe concrètement ? Et de cette absolument gigantesque consultation, on va identifier et on va faire sortir les consensus populaires. Évidemment qu'il y a des choses sur lesquelles les gens ne sont pas d'accord, mais en Europe, il y a un socle commun sur lequel tout le monde est d'accord, au niveau de chaque pays et au niveau national. Et du coup, ces consensus incarnés par les citoyens de tous les pays qui auront été finalement les auteurs, nous allons le 22 mars au Parlement européen confronter ces citoyens avec tous les partis politiques européens. Pas pour que les partis politiques soient d'accord avec les consensus populaires, mais pour qu'ils prennent position dessus, qu'ils disent s'ils sont d'accord ou pas, et qu'ils disent pourquoi ils sont d'accord ou pas. Et ce mouvement-là, c'est un mouvement qui a pour but de recentrer les élections sur ce qui nous rassemble, sur ce qui nous ressemble, et plutôt que sur ce qui nous clive. Et puis, au-delà de ça, éviter le pire du pire, c'est-à-dire une élection qui sera en fait un référendum pour ou contre l'Europe, pour ou contre Macron, alors que ce n'est pas ça le sujet. Alors, Julie, Axel, je termine toujours ce podcast avec cette interview dans l'interview, c'est l'interview des clics, et c'est parti.
Quel est le conseil que vous auriez aimé avoir au début de votre carrière ? Alors, moi, j'ai du mal à refaire l'histoire en me disant, en regrettant. C'est une sorte de tri. Alors, c'est pas un regret, non, c'est de se dire, tiens. Exactement. En revanche, ce qui a justifié pour moi la création de Make.org, il y a 3 ans, c'est un élan d'engagement pour l'intérêt général que, sincèrement, je n'avais pas eu avant. Alors, c'est quoi, ça a été quoi le déclic ? Le déclic, ça a été une prise de conscience assez pessimiste de l'évolution de la démocratie de nos sociétés. Et puis aussi, moi, j'ai toujours construit ma vie d'une manière assez duale jusque-là. C'était de me dire, en fait, ta vie professionnelle, c'est une grande aventure extrêmement excitante. Et puis, ta vraie vie, c'est ta famille à côté et tes enfants. Et puis, il arrive un certain moment où les enfants grandissent et où, d'un seul coup, on revisite un petit peu cette matrice fondamentale en disant, ta vie professionnelle, c'est pas qu'une aventure. Elle doit aussi avoir un sens propre. Ouais. Et moi, ça a été du coup une sorte de... J'ai fait tapis, je me suis dit, je mise tout là-dessus et j'ai aujourd'hui l'impression d'avoir le job de ma vie. Mais si, quand je vois aujourd'hui les millennials, quand je vois aujourd'hui... alors, les millennials ne sont pas encore dans les entreprises, mais en tout cas, mes équipes qui sont relativement jeunes, et je vois que pour eux, ça fait partie, c'est même pas un choix, je veux dire. Ils sont comme ça. Ils foncent comme ça. Ouais. Et je les regarde pas avec envie, mais je dis, en tout cas, moi, j'étais pas comme ça. Et peut-être que je me serais déclenché plus tôt si j'avais été comme ça. Julie, vous êtes d'accord ? Oui, moi je suis d'accord. Je pense qu'un des tout premiers conseils que j'ai reçus, même très jeune, c'était de faire ce que j'aimais. J'avais peut-être beaucoup moins ce côté dual, justement, de me dire j'ai une vie de famille et j'ai une vie professionnelle. Pour moi, j'avais une vie et il fallait que je la morde à pleines dents. Et donc, tous les choix professionnels que j'ai pu avoir étaient fondés sur la passion. Et donc, celui-là, c'est pareil. J'ai vraiment l'impression d'avoir le job de ma vie. Maintenant... Voilà, si je dois regarder un petit peu, c'est la première fois que j'ai autant de responsabilités, que je suis vraiment entrepreneur de A à Z en portant un projet à bras et corps depuis le début. Et donc, il y a peut-être d'avoir des piliers, en fait. Donc, j'ai commencé seule. J'ai trouvé maintenant des cofondateurs qui sont géniaux. Si je les avais trouvés encore plus tôt, ça aurait été mieux. Et je pense que de la même manière qu'on dit au gouvernement qu'il faut être très participatif et faire confiance, il y a vraiment ce besoin pour l'entrepreneur de déléguer un maximum, de faire confiance et de pouvoir compter sur des piliers pour avancer mieux. Le ou la mentor que vous auriez rêvé avoir ? Moi, je pense que j'aurais bien aimé avoir Fleur Pellerin comme mentor. On vient toutes les deux d'être nominées dans le Inspiring 50, donc c'est des femmes inspirantes de la tech en France, et je l'ai entendu parler, je me suis rendu qu'elle était assez incroyable. On ne se connaît pas super bien, mais je pense que sa carrière en tant que ministre et maintenant en tant que venture capitaliste pourrait énormément m'intéresser. Elle est presque plus connue aujourd'hui que quand elle était au gouvernement. Axel ? Alors moi, j'aurais bien aimé pouvoir interagir tout le temps avec des étrangers géniaux de la tech. De tout le temps avoir ce rappel de l'ampleur de ce qu'on fait par rapport à la réalité du monde. Et je pense que c'est ça que le mouvement californien de la Silicon Valley a apporté, c'est que tout est possible. Et quand on est confronté à la réalité du quotidien, oui, on est mu par ça, mais on est aussi mu par les contraintes du quotidien. Et d'avoir cette aspiration constante à voir plus loin, j'aurais bien aimé avoir ça tout le temps. Vous ne seriez jamais devenu ce que vous êtes si j'étais pas partie vivre plusieurs années au Moyen-Orient, donc au Yémen, en Turquie, aux Émirats arabes, où j'ai vraiment vécu les printemps arabes, les crises démocratiques, des pays dans lesquels, en fait, où la démocratie, elle est pas de soi, et j'ai vu des gens qui étaient prêts à se battre pour obtenir les droits que nous, on avait plus ou moins décidé d'oublier, parce que finalement on considérait que c'était pas à la hauteur. Et donc je crois que vraiment ces expériences au Moyen-Orient m'ont énormément servi à lancer ce projet. Alors moi, je dirais 2 choses. Je dirais, si j'avais pas pris une année sabbatique à 30 ans, pas il y a 30 ans, mais vraiment, c'est ce truc-là qui n'avait aucune vocation autre que de me nourrir, a été en fait un pilier sur lequel j'ai construit tout ce que j'ai fait depuis. Et puis je pense que j'aurais jamais eu le courage de faire tout ce que je fais. Alors je sais, ça fait un peu cucul la praline, mais si j'avais pas une famille solide qui l'accepte et qui me soutienne dessus. Oh non, c'est pas cucul la praline, c'est même plutôt pertinent. Votre plus bel échec, Axel ?
Alors moi, j'en ai des tonnes, hein, mais celui qui m'a vraiment marqué, le plus beau, c'est que pendant 8 ans, j'ai été producteur de dessins animés. J'étais associé on était quatre fondateurs associés. On a eu un succès absolument gigantesque. Et on est devenu en 5 ans numéro 1 mondial de la production de dessins animés. Et là, on s'est dit, c'est le moment, on va vendre la boîte. Et je pense qu'on a fait toutes les bêtises, une à une, qu'il ne fallait pas faire. On n'a pas réussi à vendre la boîte. On a fini par plus s'entendre entre nous. Et depuis, la moitié de la boîte a déposé le bilan. Donc ça, je le dis, j'ai encore une boule dans l'estomac parce que c'était une aventure humaine d'une intensité dingue. C'était une aventure professionnelle gigantesque et qui s'est soldée par un échec. Et alors évidemment que j'ai appris plus que jamais dans cette période-là. Mais pour moi, c'est un échec. Alors, je ne vous le demande pas parce que votre carrière est assez courte finalement, même si elle est très fructueuse. J'ai quand même fait des échecs. Je peux vous raconter celui qui me vient à l'esprit. Quand j'étais chez Google, au bout de 4 ans, je me dis je changerais bien d'équipe. Et j'entends parler de cette équipe à New York qui avait l'air incroyable, qui s'appelait Google IDs. Et le but de Google IDs, c'était justement de permettre, grâce aux data de Google, qu'ils avaient récoltées un petit peu partout aux États-Unis, de faire des deals entre Google et le gouvernement pour leur permettre de régler des grands problèmes de la société, comme la criminalité, des problèmes de santé, etc., à partir de la data. Donc c'était Jared Cohen, le bras droit de Eric Schmidt, le CEO de Google à l'époque, qui avait monté l'équipe. Ils étaient 8. Et on me dit, OK, pour faire un passage en interne, il faut que tu passes 8 entretiens. Donc je passe mes 7 entretiens, ça se passe super bien. Je suis vraiment shortlistée, je me dis, c'est génial, je vais gagner. Et au dernier entretien, je suis bloquée dans une tempête de sable à Dubaï, entre Dubaï et Istanbul. J'arrive hyper en retard à mon entretien qui était par vidéoconférence. Je ne savais plus comment je m'appelais, je ne savais plus parler anglais. Enfin, j'ai complètement foiré mon entretien. Et le mec, clairement, m'a fait comprendre que c'était la fin de l'aventure. Et je pense que ça a été un bel échec dans le sens que... En fait, c'est grâce à ça que je me suis lancée. Je me suis dit, en fait, je peux le faire moi-même. Et puis, j'ai qu'à le faire en Europe. Et puis, j'ai qu'à le faire en France. Et on a aussi un besoin. Et du coup, donc, je suis assez contente de ce qui m'est arrivé ce jour-là. Merci Dubaï. Pas de fatalité. Une qualité essentielle pour entreprendre. Alors moi, j'en vois 2. J'en vois un optimisme constant. À toute épreuve. Parce que c'est vraiment dur. Et que c'est un optimisme pas pour survivre, mais aussi pour emmener les autres et avancer. Et puis la deuxième chose, c'est aussi faire confiance. Je veux dire, la particularité de l'entrepreneuriat, c'est de rencontrer... Je veux dire que la boîte change tous les 3 mois, tous les 6 mois, c'est plus la même. Rien ne peut se faire seul, plus que jamais. Ouais. Et donc, ça veut dire faire confiance avec ses équipes, mais pas seulement les équipes, pas seulement ses cofondateurs, faire confiance aussi aux gens qui arrivent avec des motivations, faire confiance a priori. Julie ? Je crois qu'il faut aimer l'argent. Je rigole. Non, surtout pas dans surtout pas dans la Civic Tech. Non. En général, c'est vrai que les invités que je reçois ne m'avaient jamais dit ça, donc ça aurait été une grande première. C'était vraiment juste pour rire. Non, mais je vais un peu répéter ce qu'a dit Axel. En fait, je pense que pour être optimiste, il faut faire confiance. Donc, c'est vrai qu'il y a un peu ce côté... il faut avoir la foi, quoi. Il faut se dire que tous les jours, ça va aller et que... Regarder sa belle étoile, avancer et faire confiance. Un conseil que vous donnez tout le temps ? Moi, je ne donne pas toujours le même conseil à tout le monde. Ça dépend vraiment des cas. Je pense qu'il faut être à l'écoute, que ce soit pour donner des conseils ou dans la vie en général. Oui, puis ça je pense ressemble à ce que vous faites. pour être un très très bon leader, il faut savoir écouter. Moi, c'est un conseil très pragmatique dans les startups, dans les nouvelles entreprises qui bougent beaucoup. Évidemment qu'une des parts du sujet, c'est les opérations qu'on fait avec d'autres entreprises, parfois 10 000 fois plus grandes. Donc, ce qu'on appelle maintenant le BizDev, en fait, maintenant, c'est un peu consubstantiel de ce que c'est qu'une entreprise comme les nôtres. Et le conseil, c'est que quand on discute avec des gens, des entreprises beaucoup plus grosses, il faut être obsédé par la manière de devenir essentiel pour eux, plus que par ce qu'on va en tirer. Et que ça, ce petit élément-là, il fait qu'on est capable de vraiment changer la donne dans le monde qui nous entoure. Et faire la différence. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui nous écoutent, qui ont envie d'agir, mais qui ne savent pas comment ? Moi, je leur dis, venez sur mec.org.
J'allais dire la même chose sur Fluidicity. Mais On s'est construit pour donner des moyens et des bonnes raisons de s'engager et pour changer le monde. Je pense que chaque personne, à son échelle, est capable d'apporter sa pierre à l'édifice et que c'est dans l'action en fait qu'on se découvre utile à la société. Donc j'ai vraiment envie de dire que ce soit parce que on a du temps à donner à une association, des idées à partager sur une civic tech ou de l'argent à dépenser sur des grandes causes. Il faut y aller parce que c'est vraiment ça va servir. Et donc ça, je pense que c'est vraiment important. Et puis ça ne va pas seulement servir parce que ça va avoir un impact, ça va aussi servir parce que ça fait énormément de bien de s'engager. Et je le dis comme étant un engagé récent. Mais c'est vrai que quand on commence à se responsabiliser sur l'environnement dans lequel on vit, on sent mieux. On sent beaucoup mieux. Merci beaucoup à tous les deux. En tout cas, où peut-on prendre des nouvelles de vos projets, de vos consultations, de vos opérations? Make.org. Oui. Facile. Donc moi, c'est flui.city, c'est notre site internet. Et tous les espaces de participation sont disponibles dessus, ou alors sur notre application mobile Fluidicity. Et puis sur tous les réseaux sociaux, évidemment. Vous communiquez. Merci beaucoup à tous les deux et bonne route à vous. Au revoir. Merci beaucoup de nous avoir écoutés avec Julie de Pimodan et Axel Daucher. J'attends vos commentaires sur iTunes, Twitter. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette interview si vous l'avez aimée et encore mieux à nous noter 5 étoiles si vous avez passé un moment inspirant. C'est important pour nous. Rendez-vous sur notre nouveau compte Twitter, Impact Positif, pour toutes les infos et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.